L'un de nos anciens grands maîtres, c'est une formule que je cite de temps en temps, c'est Michel Barrat. Il avait dit dans une formule percutante, le franc-maçon se situe entre Saint-Jean et la République. Saint-Jean, parce que nous sommes des loges de Saint-Jean, pour des motifs qu'on peut expliciter si vous le souhaitez, et la République, parce que la Grande Loge, qui est née en 1728, est une institution de la République. 3 siècles d'histoire de la Grande Loge, et 3 siècles d'histoire essentiellement sous la République, sous 2 empires bien évidemment, mais essentiellement sous la République, et les maçons de la Grande Loge ont contribué à façonner pour une grande partie les lois successives de la République. Alors voilà ce que je veux dire dans nos rituels. Oh, vous l'avez entendu tout à l'heure, c'est tout simplement rechercher la justice et la vérité. Mais si on va dans le détail, on peut très bien retrouver, et c'est dit dans le rituel d'initiation, lorsque le nouvel apprenti, parce qu'il est devenu apprenti, va entendre quelques généralités basiques sur ce qu'est la vie maçonnique, on va lui dire tout simplement que la démarche maçonnique vise à nous faire devenir tous ensemble des éléments utiles et conscients de la société. Je pense qu'il n'y a rien de plus à ajouter. Devenir des éléments utiles et conscients de la société. Utiles pour travailler dans la société, conscients pour savoir ce que l'on y fait, et être capable de juger sa propre action dans la société. C'est-à-dire de savoir regarder son action et de savoir la critiquer. Regarder, agir dans la société, c'est à la portée de tout le monde. Je suppose que nous agissons tous dans la société. Regarder sa propre action dans la société, c'est déjà beaucoup plus difficile. Mais apprendre à critiquer sa propre action dans la société, je pense que très peu y arrivent. J'ai parfois tendance à croire que personne n'y arrive vraiment. Et c'est là où également où nous avons du travail à faire. Il est également prévu, je pense que c'est un degré qui n'est pas le premier, d'acquérir la connaissance des arts libéraux, c'est-à-dire de toutes les sciences qui sont utiles à l'homme. Les arts libéraux, ce sont les arts libéraux de l'Antiquité qui tournent de 7, la géométrie, la rhétorique, l'astronomie, la mathématique, etc. Mais les arts libéraux, ce sont ceux qui libèrent. Ce sont ceux qui libèrent parce qu'ils permettent de connaître la nature et d'agir sur la nature. Et donc, après une phase où il est prévu dans le début de l'initiation d'apprendre chacun à se connaître soi-même, on souhaite que chacun d'entre nous puisse apprendre à connaître le monde, mais pas de manière indifférenciée. Connaître le monde à travers les sciences et les arts qui s'appuient sur la raison, sur la beauté, de manière à connaître le monde qui nous entoure, avant d'espérer pouvoir agir sur lui. Et ça me semble tout à fait rationnel. Globalement, vous le savez très bien, il s'agit bien de travailler. Et pour les francs-maçons, je crois que chacun a à peu près 2 religions, la sienne propre, qui ne concerne pas les frères de la loge, car nous n'avons pas à nous préoccuper des opinions religieuses ou politiques de chacun d'entre nous, ni l'absence du reste d'opinions religieuses, car on peut avoir une religion comme on peut ne pas en avoir du tout. Donc chaque franc-maçon a 2 religions, sa religion propre ou son absence de religion, et d'autre part la religion du travail. Car la démarche maçonnique est une démarche qui est fondée sur le travail individuel bien sûr, travail au sein de la loge dans un cadre collectif, et ensuite travail à l'extérieur dans le cadre de la société. Voilà, je ne m'appesantirai pas davantage sur les éléments basiques que l'on tire de nos rituels, car cela pourrait être détaillé dans le cadre d'une tenue maçonnique initiatique, dans le cadre d'une tenue blanche, bien sûr sous l'étape de garder un minimum de discrétion et de secret. Le secret initiatique est fondamental par rapport à nos textes ritueliques. Par contre, si l'on s'intéresse à nos textes fondateurs, qui là sont des textes historiques que chacun d'entre vous peut se procurer dans n'importe quelle bonne librairie, alors là, vous allez voir que les choses sont beaucoup plus claires, bien plus explicites, parce qu'on ne vit aucun secret, et chacun d'entre nous peut expliciter à partir de ces textes ce qu'il en est. Et je voudrais m'appuyer simplement sur 2 textes vraiment fondateurs du rite écossien accepté, le discours de Michel de Ramsay qui date de 1736, et le discours des très illustres frères qui ont été tenus au convent de Lausanne. Le discours de Michel de Ramsay a été écrit. Il n'a peut-être pas été prononcé,
pour, comme on disait à l'époque, recevoir les ducs sous l'acacia dans une loge à Paris qui s'appelait Saint-Thomas Louis d'Argent. Recevoir les ducs, c'était recevoir et initier les ducs du royaume ce jour-là. Michel de Ramsay était l'orateur de la loge et donc il a écrit un discours qui est fondamental car il est d'une importance majeure dans l'histoire de l'obédience et dans l'histoire du rite écossais lui-même. Que nous a dit Michel de Ramsay? D'abord, il faut situer le personnage. Michel de Ramsay est un, je pense, écossais qui était initialement protestant, comme l'immense majorité des francs-maçons qui ont créé pour partie la franc-maçonnerie ici même à Londres, dans une taverne qui s'appelait Loi et le Grill. Il était donc protestant. Il est venu en France et il s'est converti au catholicisme. Une démarche fort inhabituelle pour un membre, un sujet du royaume qui venait juste d'être uni. Et il est devenu le secrétaire d'un évêque prestigieux que vous connaissez tous, l'évêque de Cambrai, Fénelon. Étant initié, il était orateur de la loge Saint-Thomas Louis d'Argent qui se tenait rue de la Boucherie à Paris. Et en 1736, il a écrit un discours qu'il n'a peut-être jamais prononcé, mais ce discours est vraiment fondamental. 1736, nous sommes là, 8 ans après la création des premières loges de Paris, que les loges de province, avec une certaine dérision, appelaient la Grande Loge, ou les loges de Paris, dites Grande Loge de France. Bien entendu, il y a toujours eu, et il y a toujours une opposition entre, rassurez-vous, opposition pas très méchante, mais sur une opposition culturelle entre les loges de Paris et les loges de province. Ça existait déjà à l'époque, rien n'a changé, et les provinciaux parlaient des loges de Paris en disant dites Grande Loge de France. Et l'appellation vient de là. C'était ces loges qui étaient donc la Grande Loge de France à l'époque. Donc 8 ans plus tard, Michel de Ramsay va écrire un texte qui nous est fondamental, car il est du reste à la disposition de tous les frères dans ce qu'on leur donne dans les règlements et les manuels. Avant même que le rite écossais ne soit structuré dans ses 33 degrés, puisque le rite écossais ne sera structuré dans ses 33 degrés qu'en 1786. Et Michel de Ramsay écrit également 2 ans avant l'excommunication par Clément XII de la franc-maçonnerie, qui date de 1738. Je crois que ces dates sont assez fondamentales. Qu'est-ce qu'il nous dit? Michel de Ramsay fait un discours en 2 grandes parties. Une histoire imaginaire de l'ordre, et il nous détaille les qualités pour être membre de l'ordre. L'histoire imaginaire, c'est de nous faire remonter au petit-fils du protoplaste, de Adam, c'est-à-dire à Enoch, le fils de Caïn, le bâtisseur des premières villes. Et là, j'ai toujours plaisir à faire remarquer à tous nos frères que nous nous rattachons, sur le plan du mythe, bien sûr à Adam, mais nous nous rattachons à Caïn, et non pas à Abel. Vous pouvez réfléchir sur ce que cela veut dire. Nous nous rattachons à ceux qui ont commis le premier meurtre, et donc la première transgression, et en même temps à ceux qui ont bâti la première cité. Je ne dis pas qu'il faut transgresser pour faire le meurtre, mais je dis que symboliquement nous nous rattachons à une transgression initiale, et que dans cette transgression, nous sommes devenus des constructeurs. Bien entendu, nous n'avons pas de filiation directe avec Caïn et Enoch, ça n'aurait aucun sens, mais symboliquement, il est bon de s'en souvenir. Et dans la deuxième partie, qui en fait était la première dans son texte, il nous rappelle quelles sont les qualités requises pour devenir membre de l'ordre. Il y a 4 qualités requises. La philanthropie sage, la saine morale, le goût du secret inviolable, et l'acquisition et le goût des beaux-arts. Alors l'amour de l'humanité le conduit à proposer, philanthropie sage, une phrase qui me semble fondamentale et que je vais vous lire en la lisant très précisément, car tout à l'heure on a parlé d'une morale universelle. Michel de Ramsay, le monde entier n'est qu'une grande république dont chaque nation est une famille et chaque particulier un enfant. Cette vision de l'universalité qui sous-tend l'action maçonnique est au cœur du discours de Ramsay, et c'est ce que vous avez entendu tout à l'heure. Cette phrase est célèbre. Quelques lignes plus loin, il écrit ceci, c'est moins célèbre. Nos ancêtres les croisés,
filiation mythologique complètement absurde, mais c'est comme ça dans son texte, ont imaginé un établissement, et là ça devient beaucoup plus intéressant, dont le but unique est la réunion des esprits et des cœurs pour les rendre meilleurs et former dans la suite des temps une nation spirituelle. La République universelle, c'est une nation spirituelle. On passe quelques parties de phrases pour terminer par les liens de la vertu et de la science. Voilà ce que proposait Michel de Ramsay dans son discours fondateur. Et donc il établit un lien très fort entre la vertu et la science, entre l'éthique et les connaissances. Au fond, il établit un lien fondamental dans ce que nous appelons, et que l'on entend de temps en temps, le vaste domaine de la pensée et de l'action. Et là, nous sommes bien entre la loge et la cité. La scène morale, c'est la deuxième qualité requise. Et contrairement à l'œuvre des ordres religieux ou des ordres militaires, parfois on a tendance à nous confondre ordre religieux, oui, ou ordre militaire parce que nous descendrions des Templiers. Là aussi, l'idée est complètement fausse. Nous ne descendons pas des Templiers. Nous n'avons rien à voir avec l'ordre du Temple. Et ce n'est pas parce que nous avons repris des éléments de la symbolique templière que nous sommes les descendants des Templiers. Il y a des mythes historiques qu'il faut détruire. L'ordre des francs-maçons, dit-il, est institué pour former des hommes et de bons citoyens. Et il ajoute, tous adorateurs du Dieu, mais pas de Dieu, du Dieu de l'amitié. Vous voyez bien tout de suite la différence fondamentale, former des hommes et de bons citoyens, dont la religion est d'adorer entre guillemets, mais c'était un terme du XVIIIe siècle, le Dieu de l'amitié. Là aussi, développement simultané du maçon et du citoyen, et je recite la phrase, cherchant à bâtir, à éclairer l'esprit, à perfectionner le cœur et à inspirer le goût du vrai, du beau et du bien. Et Ramsay va conclure ce chapitre sur l'obligation que, et je recite à nouveau, les phrases sont claires et fondamentales, que l'ordre vous impose de rechercher tout ce qui peut contribuer à la paix, à la concorde et à l'union de la société. Voilà la deuxième qualité requise, mais c'est en fait le deuxième devoir qui vous est proposé. Concernant le secret, je ne m'étendrai pas là-dessus. Ramsay en rappelle la nécessité, mais nous en sommes tous convaincus. La dernière partie, là nous l'avons souvent complètement oubliée. Quand on parle pour les francs-maçons de se tenir au courant des doctrines philosophiques, scientifiques de leur temps, la plupart des frères vous regardent avec des yeux ronds parce que ça n'a apparemment rien à voir avec l'initiatique. Eh bien, Ramsay écrivait, pour cette quatrième qualité requise, le goût des sciences utiles pour entrer dans l'ordre. Il faut avoir le goût des sciences utiles et des arts libéraux de toutes les espèces. Et Ramsay va proposer quelque chose de fondamental à ses frères. Il propose, je recite la phrase, de s'unir pour fournir les matériaux d'un dictionnaire universel de tous les arts libéraux et de toutes les sciences utiles. Et il ajoute, et là nous y sommes restés fondamentalement attachés, parfois sans savoir d'où ça vient, la théologie et la politique seules exceptées. C'est de là que vient le fait que dans une loge de la Grande Loge de France, il n'est pas possible d'avoir des débats religieux ou politiques qui ne feraient que diviser les frères, tout simplement parce que l'essentiel c'est d'acquérir le goût des arts et des sciences libéraux, des arts qui libèrent l'esprit, et non pas des discussions qui l'obscurciraient. Promouvoir une encyclopédie, vous me direz, oui, c'est dans le goût du XVIIIe siècle. Il ne fait que copier. Le discours de Ramsay, 1736. L'encyclopédie de Diderot, d'Alembert, d'Holbach, d'Helvétius, 1751 le début. Terminé en 1770. On est là au moins 15 ans avant le début et la genèse de l'encyclopédie que nous connaissons tous et que nous admirons. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, Ramsay est manifestement précurseur. Une encyclopédie, en plus, l'étymologie grecque est importante. Ankouklos paideia. C'est le cercle des connaissances. Le cercle de ce qu'il faut transmettre.
Et ça n'est pas inutile de rappeler que ce terme, encyclopédie, à ma connaissance, est apparu pour la première fois dans le domaine de la littérature française, dans le Pantagruel de Rabelais. Et si vous lisez le Pantagruel de Rabelais, puis le tiers-livre, le quart-livre, surtout le quint-livre, vous comprendrez aisément qu'il n'y a rien de plus initiatique que Rabelais. Mais là, c'est aussi une autre planche qu'on pourrait faire. Je voudrais simplement citer ce que Diderot écrivait 25 ans après Ramsay. 25 ans, un quart de siècle, pour expliciter le but de son encyclopédie. Le but d'une encyclopédie est de rassembler les connaissances éparses sur la surface de la Terre, d'en exposer le système général aux hommes avec qui nous vivons, et de le transmettre aux hommes qui viendront après nous. Alors là, franchement, mes frères, mes sœurs et mes frères, maçons ou non maçons, on croirait vraiment à un programme maçonnique. Transmettre aux hommes qui viendront après nous, c'est peut-être rassembler ce qui est épars et le transmettre. Le programme de Ramsay est donc bien un programme précurseur de son temps, et il traduit parfaitement l'esprit du risque de sanction inacceptée, qui est toujours le nôtre, ou à qui, tout le moins, doit toujours être le nôtre. C'est-à-dire que nous n'avons pas seulement à transmettre des connaissances initiatiques, nous avons également à nous occuper de la connaissance des sciences de notre temps, des philosophies de notre temps, pour en faire une nouvelle synthèse dans nos loges maçonniques et pour le transmettre aux hommes qui viendront après nous.